Merci à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ces locaux de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. C'est pour nous une grande fierté d'accueillir cette 17e édition dans les locaux de l'hôpital qui sont tout le temps confrontés aux problématiques de la complexité, aux questions de oui ou non l'IVG, oui ou non la suite des traitements, oui ou non la mise en place de thérapies innovantes, oui ou non les dispositifs médicaux. Et nous, en tant qu'hôpital, nous appuyons aujourd'hui sur le Conseil national d'éthique pour avoir des débats, des avis d'experts, des avis de patients. Et la question de la prise en charge de cette typologisation par un référendum nous alerte. Moi, je suis très contente d'assister à vos débats ce soir et de les accueillir à la tâche. Merci Madame Garrido. Donc effectivement, nous aussi, la semaine de la pop philosophie, dont moi je suis un membre de l'équipage, comme dit Jacques Serrano, le fondateur de ce format en 2007 et qui aujourd'hui a reconduit l'expérience avec une 17e édition qui s'appelle Éloge de la complexité, face au simplisme et au populisme. Et donc, on remercie bien entendu la PHM d'être le partenaire à travers ce lieu, à travers l'intérêt qu'il nous portait à l'égard de notre démarche d'ensemble. Et on remercie également la revue Esprit qui a aussi été vraiment force de proposition sur ce thème, en particulier du référendum, en lien avec Jacques. Et puis, par la suite, j'ai eu l'occasion de beaucoup m'investir dans ce sujet, notamment avec Rémi Baille. Et donc j'ai une pensée particulière pour Rémi Baille parce que c'est lui qui aurait dû être à ma place et il est malheureusement retenu. Il est, pour des raisons un peu douloureuses, il avait besoin d'être auprès de ses proches à Toulon, dans sa ville. Et par conséquent, m'a proposé donc de prendre son relais. Donc évidemment, un remerciement tout particulier à la revue Esprit qui est en fait le second partenaire avec la PHM de cette soirée, qui est une soirée un peu particulière, évidemment, puisque, comme vous le savez, ce soir, on ouvre l'édition de cette année, la 17e édition de la Semaine de la Pop Philosophie. On l'ouvre toujours dans la même idée que celle de départ, à savoir celle que Jacques avait eue à l'époque, de se rappeler que Gilles Deleuze avait parlé un jour de pop philosophie sans véritablement aller jusqu'à le définir précisément, et donc laisser finalement tout à fait ouvert la possibilité de certaines réinterprétations. On pourrait dire sous deux modalités. La première modalité étant de se dire il y a des questions que beaucoup de gens se posent. Ces questions forment le socle d'une culture populaire, parfois d'une pop culture, et il est légitime que les chercheurs, les universitaires, les académiques puissent s'en emparer. Alors évidemment, au début, c'était plutôt 24 heures chrono et Sherlock Holmes. Aujourd'hui, on a, à force d'épuiser ces sujets-là, on en arrive au référendum, qui est, à mon sens, vraiment un objet de pop culture, finalement, parce qu'il a cette dimension, il est très présent. On l'a en tête, et on va justement pouvoir essayer de se poser la question de pourquoi cette omniprésence du référendum dans un débat politique français qui, quelque part, se cherche autour de cette question. On va le voir ensemble. Je voudrais simplement à cette occasion vous dire donc qu'on a choisi de traiter de proposer cette édition autour du thème Éloge de la complexité, de placer cette édition sous le parrainage d'Edgar Morin, qu'on commence maintenant, qu'on va donc s'emparer du référendum sous cet angle-là, un angle particulier qui est celui de la complexité. En tout cas, on va cheminer, j'ai envie de dire, vers la complexité. Peut-être on va y aller doucement tous ensemble. Et évidemment, rappeler que s'ouvre aujourd'hui un festival qui donc a plusieurs rendez-vous, en fait, rendez-vous chaque soir jusqu'à samedi prochain. C'est une semaine complète. Et donc, on vous encourage évidemment vivement à prendre connaissance de la suite des soirées et à nous accompagner pendant une semaine tout entière et à faire ce rebond d'objets complexes en objets complexes, de réflexion en réflexion. Alors, maintenant, sur cette question, donc on a choisi le référendum en question. On a la chance d'avoir quand même 3 intervenants de très haut niveau qui vont être en discussion ce soir. Les règles du jeu, ça ne va pas être des conférences, des monologues, comme parfois c'est proposé. Par nous, je t'entends.
Non, on va essayer de discuter, je vais vous proposer de faire des réponses assez courtes, d'essayer de réagir, de discuter ensemble, de créer une réflexion que d'abord on va essayer d'entretenir nous quatre, et puis au bout d'une heure environ, je vous proposerai d'entrer dans la danse en quelque sorte, de vous constituer, j'ai presque envie de dire en assemblée, hein, si on anticipe sur un vocabulaire, sur un lexique politique qui peut être intervenant dans la conversation. Trois invités qui interviennent tous et toutes sur le domaine du politique, mais avec des entrées qui ne sont pas tout à fait les mêmes et des pratiques de recherche qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais commencer par vous, Magali Bellasuda. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes sociologue, et vous êtes sociologue spécialiste des mobilisations, mais vous avez, à travers votre engagement dans l'équipe de recherche à l'Université Bordeaux-Montaigne, fait une rencontre à un moment donné de votre carrière de sociologue qui était celle des Gilets jaunes. Ça s'est même passé d'une manière un peu assez intéressante, vous nous raconterez peut-être, c'est-à-dire que les Gilets jaunes sont venus à l'université à un moment donné, ils sont venus dans les amphis et vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux et puis même de mettre en place un protocole de recherche, ce qui a donné lieu à un certain nombre de publications de votre part, mais notamment, je citerai celui-ci, les Cahiers de la colère, qui était signé en fait par un collectif de recherche citoyenne où là on avait à la fois des Gilets jaunes et des universitaires qui co-signaient un texte dans le monde diplomatique. Et puis, par ailleurs, vous avez, ça a été un engagement fort puisque vous avez été engagé sur un grand projet de plusieurs années financé par l'Agence nationale de recherche sur les Gilets jaunes. Et puis là, vous commencez, cette année en 2025 et pour 3 ans, une recherche cette fois sur... c'est mieux si je parle bien du micro. Vous commencez une recherche, un projet qui s'appelle le projet Doléances. Donc cette fois, là, c'est en fait quelques années après peut-être... leur rédaction, enfin je veux dire peut-être tard par rapport à leur rédaction, le moment d'ouvrir un cahier de doléances et de regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Pour discuter avec vous, Michel Vivorca, vous êtes également sociologue, mais d'une certaine manière, faites une sociologie qui est plus ancrée dans un regard de recherche sur l'histoire sociale, beaucoup, sur les mobilisations également, et vous avez régulièrement eu l'occasion en fait d'être un observateur de la vie politique en quelque sorte, et d'écrire chaque année un certain nombre d'analyses qui mêlaient la sociologie historique avec la sociologie finalement du présent et de l'action sociale qui est le mouvement dont vous êtes issu. Enfin, disons que vous êtes un élève d'Alain Touraine qui a été ce sociologue de l'action sociale. Parmi vos derniers ouvrages, je vais simplement citer les derniers si vous me permettez, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est une grande œuvre que vous avez écrite, Où va la France, Métamorphose ou déchéance, et un titre d'ailleurs que je crois vous empruntez à Léon Trotsky, Où va la France, je ne sais pas. Et puis un deuxième livre, L'idée de gauche peut-elle encore faire sens, également en 2025. Avec vous deux, Antoine Chollet, vous êtes chercheur en théorie politique à l'Université de Lausanne. Vous avez fait votre thèse à Sciences Po en France, vous avez un regard toujours précis, vous avez une grande connaissance du terrain français, mais vous travaillez aussi depuis donc la Suisse, qui est un terrain évidemment particulier quand on parle du référendum. Je ne vais pas vous enfermer dans cette étiquette, hein, vous êtes évidemment un spécialiste des théories de la démocratie dans leur ensemble, avec une littérature qui est évidemment très internationale sur ce sujet. Et vous avez écrit en 2023 L'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie, dans lequel un livre dans lequel vous affirmez une position peut-être différente de celle habituelle, puisque vous dites moi, quelque part, je défends un peu le populisme. Et par ailleurs, vous le défendez en étant aussi un défenseur assez franc de l'option du référendum. Voilà. Donc on va pouvoir commencer ensemble. Vous avez peut-être compris que ce qui me marque quand j'en parlais tout à l'heure, c'est que le référendum, on en parle beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est très présent et puis on le pratique assez peu en France en tout cas. Donc c'est presque un peu sur ce paradoxe que j'ai envie qu'on réfléchisse, qu'on commence, qu'on se pose un peu la question de savoir un peu pourquoi cette espèce de double sens. Mais avant ça, peut-être juste pour vous donner la possibilité de parler une première fois, je ne pensais pas être si long, je m'en excuse, je vais vous proposer, peut-être vous, Monsieur Vivorca, de commencer en réagissant un tout petit peu, non pas à toute l'actualité parce qu'elle a changé très très vite ces derniers temps,
Et simplement à cette formule qu'a eu le Premier ministre quand il reprenait un mot de Marie-Lise Léon de la CFDT en disant « on est face à une blessure démocratique ». Alors, je me demande un peu ce que ça veut dire, cette formule de blessure démocratique aujourd'hui. Est-ce qu'il parle simplement de quelque chose de conjoncturel, un problème avec la méthode de gouvernement, ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus profond là-dessus? Il faudra faire une autre soirée pour parler de ça. Parce que je suis effectivement convaincu, elle a raison, la démocratie a des difficultés, mais je dois lier le thème de la démocratie à celui du populisme, qui nous rapprochera du thème du référendum. Je pense que, contrairement à une idée reçue, le thème du populisme s'applique de moins en moins bien aux sociétés dans lesquelles nous vivons, à celle-là et à d'autres. Parce que je pense qu'on est dans pire que le populisme. Et qu'une question qu'il faudra se poser, si on accepte le parrainage d'Edgar Morin et de l'idée de complexité, c'est que le populisme en démocratie, puisqu'il y a des populismes aussi ailleurs qu'en démocratie, mais Camus plutôt que Trotsky, il fallait faire des références, il y a des populismes ailleurs, et je pense que le populisme est complexe comme phénomène, et que la question intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe quand un mythe populiste se déstructure. Et je pense qu'on est entré dans une période comme ça, qui va avec la crise de la démocratie. Et donc, quand le populisme, comme discours mythique, c'est-à-dire comme discours qui résout des contradictions de manière imaginaire, quand ça se défait, parce qu'il y a la réalité, alors, toutes sortes de choses sont possibles, parmi lesquelles la démocratie. Mais aussi et surtout, l'autoritarisme, la dictature, et pire encore. Et donc, ou le terrorisme, je reviens à Camus d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il est vraiment intéressant non pas de dire on est en plein populisme, ce que l'on nous dit depuis une quarantaine d'années maintenant à peu près, les années 80, on le dit, mais que se passe-t-il lorsqu'on est dans l'après-populisme? Et est-ce que, ce sera le point central si j'ai bien compris de cette rencontre, et est-ce que le référendum est une des réponses à la crise démocratique, et si oui, en quoi est-il ou n'est-il pas populiste? Voilà le genre de choses qui m'intéresse pour ce soir. Je vous remercie. Alors vous avez utilisé une chronologie qui repart 40 ans en arrière, moi je vais faire un peu plus court. Peut-être on va revenir à donc 2018, les Gilets jaunes. On a vraiment un effet de déflagration quand même, presque un changement d'ère politique à ce moment-là. Et vous, du coup, Magali Bellasuda, à ce moment-là, vous vous retrouvez à avoir la possibilité d'échanger avec les Gilets jaunes sur leur propre colère. Et donc je me demandais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de penser la colère avec ceux qui la manifestent eux-mêmes. Alors, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Quand on commence l'enquête auprès des Gilets jaunes en 2018, on la commence au lendemain du 17 novembre parce qu'on a un désaccord d'interprétation de ce qui est en train de se passer avec une de mes collègues, avec Camille Bedoc. Et moi, j'avais vu monter le mouvement sur les réseaux sociaux. Je finissais une enquête sur les suites de la Manif pour tous. Donc moi, je suis plutôt spécialiste des mobilisations de droite très à droite, d'un point de vue historique et plus contemporain. Et par conséquent, pour nous, rapidement, on décide de mettre au service de l'intelligibilité de la crise nos moyens, donc des questionnaires sur les lieux d'action, manifestations, ronds-points, goûter bisounours du dimanche pour qu'il y ait des familles qui viennent. Ça, c'était les géographes de Caen. Et on va collecter comme ça 1477 questionnaires. Alors pourquoi je fais ce détour? Parce que ça vous explique aussi à partir de quoi je vais me baser. Parallèlement à ça, on commence des entretiens approfondis avec des récits de vie et puis des entretiens aussi semi-directifs avec des questions où on revient sur ce qu'on avait traité dans les questionnaires. La première question, c'est pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Que devrait faire le gouvernement pour répondre à vos attentes? On avait une question sur l'écologie aussi, donc c'était assez riche. Et donc jusqu'en mars, on va faire ces questionnaires et puis après on va continuer. Et là, on est dans la dernière vague des entretiens répétés avec les personnes. C'est un mouvement où qui va mettre en crise la représentation politique, vous venez de le dire, avec une très forte défiance exprimée à l'égard des partis. Les 3/4 des participants ne veulent pas de partis dans le mouvement. Plus des 2/3 ne veulent pas des syndicats, donc une mise en crise de la représentation professionnelle par les syndicats. Mais en même temps, c'est aussi un conflit du travail, de ce peuple qui se vit comme le peuple d'en bas,
des travailleurs ou de ceux qui ont travaillé ou de ceux qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont en situation de handicap, parce qu'ils ont des personnes dépendantes à charge, parce que ce sont des mamans isolées, des retraités hein, qui ne peuvent plus travailler. Ça, je l'ai dit. Et puis, et ce conflit du travail, il va être porté en dehors des espaces du travail, en dehors des syndicats. Et puis, c'est un conflit aussi où ce peuple-là se constitue, se veut un, il est traversé de beaucoup de tensions. C'est un conflit sur la représentation médiatique. Et avec ce phénomène des lives, de l'auto-représentation qui est quelque chose de nouveau et qui est rendu possible par la technique et les réseaux sociaux. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment le référendum d'initiative citoyenne devient un petit peu une clé de voûte de l'édifice qui permet de faire advenir ce peuple 1, de remettre au référendum le conflit interne du mouvement, mais qui va aussi ouvrir des discussions sur qu'est-ce que c'est ce RIC, qu'est-ce que c'est ce référendum d'initiative citoyenne. Et là, on va peut-être en parler avec Antoine Chollet. Antoine Chollet, avant de parler du référendum d'initiative citoyenne, au sens d'en parler peut-être effectivement assez techniquement s'il faut, je vous demandais simplement de réagir sur cette belle phrase. Vous dites qu'il faut régulièrement arroser l'arbre de la liberté. Alors moi, tout est, je pense, dans le régulièrement, c'est-à-dire il faut aller faire ce geste modeste, d'essayer d'entretenir peut-être une vie démocratique. Je pose ma question sous-jacente, c'est nous. Alors, je ne vais pas jouer trop le jeu de la Suisse et de la France, mais je veux dire, il y a cette possibilité de penser le référendum comme une thérapie de choc. Je pense que c'était un peu dans cet ordre-là que les Gilets jaunes ont pu l'appréhender. Est-ce que c'est une thérapie de choc ou est-ce que ça relève d'une hygiène générale ? Bon, avec la citation de l'arrosage par la liberté, on ajoute par le sang des patriotes, hein, donc il faut faire attention avec cette citation, c'est une citation de Jefferson, si je me rappelle bien. Bon, sur cette question-là, il faut peut-être poser deux, trois points, notamment des définitions sur la démocratie, sur le gouvernement représentatif et sur le peuple. Alors, on peut avoir l'idée ou la vision qu'à la fin du XVIIIe siècle se mettent en place des systèmes politiques qui sont des démocraties version moderne, ça ne peut plus être Athènes, ça ne peut plus être la réunion d'assemblée, il faut faire autre chose. Et puis on peut suivre un grand collègue qui est là, s'est décédé l'année passée, Bernard Manin, qui expliquait très bien qu'au XVIIIe siècle, les pères fondateurs de la Constitution américaine aux États-Unis et une partie des révolutionnaires français ne mettent pas en place un système démocratique, mais mettent en place quelque chose d'autre, qu'on peut appeler aristocratie élective, qu'on peut appeler de plein de noms différents. Et ce que Bernard Manin a peut-être peu analysé, et en particulier parce qu'il n'aimait pas du tout les référendums, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a des mouvements démocratiques, déjà pendant les révolutions, hein, aux États-Unis et en France, de manière très claire, ensuite durant tout le 19e et tout le 20e siècle, des mouvements démocratiques qui en fait demandent de démocratiser le gouvernement représentatif. Et le référendum est un de ces outils de démocratisation. On le voit très clairement dans les revendications suisses qui apparaissent dans les années 1830, pour les plus anciennes. On le voit très clairement aux États-Unis, où ça apparaît avec, je fais une toute petite parenthèse sur le populisme, avec le mouvement populiste nord-américain, qui est un mouvement démocratique, qui est un mouvement plébéien, d'une certaine manière, des fermiers américains, essentiellement du Middle West et de l'Ouest, et qui donne, à mon sens, le vrai sens du populisme. C'est la raison pour laquelle je critique ces usages contemporains. Et puis on le voit avec quantité d'autres mouvements. Le mouvement ouvrier, par exemple. Le mouvement ouvrier suisse s'est beaucoup appuyé sur le référendum, qui était contre les Allemands de ce point de vue-là, qui était en désaccord avec la social-démocratie allemande. Mais le Parti socialiste et les syndicats suisses ont toujours défendu la démocratie directe ou le référendum. C'est la même chose d'ailleurs aux États-Unis. Hein. Le Parti socialiste américain était favorable au référendum. Et puis, vous avez une quantité d'autres mouvements, le mouvement féministe, les mouvements antiracistes, etc., qui eux aussi ont cherché à démocratiser, alors pas toujours avec l'outil du référendum, mais qui ont cherché à démocratiser les systèmes dans lesquels nous vivons. Donc, je pense que la situation française aujourd'hui le montre bien. La situation française, pour être clair, le corps civique ou le corps électoral a un moment tous les 5 ans où il peut faire valoir une voix importante qui compte, disons, c'est l'élection présidentielle. Un système qui fonctionne comme ça ne peut pas tenir à très long terme. Il faut avoir d'autres moyens. Alors, il y avait pendant longtemps les élections législatives, c'est peut-être redevenu le cas suite à la dissolution, de manière un peu étrange. Vous pouvez avoir des élections locales, vous pouvez avoir des élections européennes, et vous pouvez avoir des consultations référendaires qui permettent de fonctionner comme soupape de sûreté, d'une certaine manière,
lorsqu'il faut confier la décision sur une question politique publique à l'ensemble de la population. L'idée de la soupape de sûreté, elle apparaît très rapidement en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre également, lorsqu'il s'agit de discuter des référendums, parce que dans un premier temps, évidemment, les élites politiques suisses n'étaient pas très contentes de l'introduction du référendum, mais comprennent assez rapidement que c'est aussi un outil qui est très utile pour faire baisser la tension sociale. C'est-à-dire que parfois elles perdent, il y a des votes qui ne vont pas dans leur sens, mais ça évite d'avoir des manifestations gigantesques ou un blocage complet du système politique, et on retrouve le même type d'argument aux États-Unis et en Angleterre. Alors l'Angleterre n'a jamais mis en place les référendums, sauf pour le Brexit, mais vous avez tout un débat à la fin du 19e et au début du 20e siècle en Angleterre sur le référendum, et c'est l'un des arguments qui est utilisé, notamment par un grand constitutionnaliste anglais qui s'appelait Albert Dicey, et qui dit exactement cela. Ça permet précisément de régler un problème, faire régler un problème par la population pour éviter des données peut-être proto-révolutionnaires, et il pense en particulier aux questions liées à l'Irlande, et aussi à toutes les questions d'ailleurs liées au mouvement ouvrier. Oui, cet effet thermostat, on a l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe actuellement. Il y a besoin de faire entrer un peu, de faire sortir plutôt un petit peu de chaleur de la cocotte minute. Oui, alors j'aurais ajouté deux trois bricoles, parce que je suis absolument d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, donc c'est pas du tout critique, mais c'est pour avancer, mais pour aller dans votre sens. La première remarque que je ferai en écoutant Antoine, vraiment, d'un pays à un autre, c'est très différent. La portée, l'histoire même du référendum. La France, elle aime bien les référendums plébiscitaires, il n'y a pas que ça. Mais alors, un référendum plébiscitaire, je pense que c'est la négation de ce que voudrait promouvoir un peu Antoine. Parce que c'est vraiment, si vous voulez que je reste, dites-le, et sinon je partirai. Enfin, vraisemblablement. C'est De Gaulle en 69. Mais c'est pas, ça commence avec Bonaparte en 48 ou 51, je ne sais plus. Comment ? Je sais plus. Enfin, au milieu du 19e siècle. Bon, mais le référendum, ça peut être la meilleure des choses. Et là, je pense que c'est bien qu'on ait quelqu'un qui vient de Suisse pour nous en parler. On l'écoutera, je pense, plus en détail dans un instant. Ça peut être la pire des choses. Regardez la façon dont le Brexit a été adopté. Ça a été à l'occasion d'un référendum qui a été lui-même l'occasion des pires fake news, mensonges, la presse racontant n'importe quoi. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était oui, il ne faut pas laisser entendre que la seule alternative démocratique à la représentation politique, ce soit la démocratie directe et donc le référendum. Ça n'est pas l'objet de la soirée, mais il y a tout ce qu'on appelle la démocratie délibérative, citoyenne, participative. Si vous voulez, pour prendre un exemple concret, la Convention citoyenne sur la fin de vie. On réunit des citoyens, on leur donne les moyens de bien réfléchir, d'élever leur niveau de compétence sur un sujet donné. C'est remarquable, je me suis dit. Le problème, c'est comment ensuite on articule ça à la représentation politique. Ça a été en France plutôt catastrophique, mais bon, c'est autre chose. Et puis, la troisième remarque que je voulais faire, c'est en écoutant Magali, je me disais, est-ce que, dans l'affaire des Gilets jaunes, est-ce que finalement, cet appel au référendum n'a pas un petit peu la même utilisation, la même portée que ce qu'était la grève générale pour les syndicalistes de la fin du 19e siècle. Il y avait un théoricien de la grève générale qui s'appelait Georges Sorel, qui dit « Peut-être que les ouvriers ne feront jamais la grève générale, mais c'est un mythe qui les mobilise, c'est un horizon. » Et donc je me demande si, en plus de la pression politique pour l'obtenir, il n'y a pas aussi ce côté fédérateur qui dessine un horizon que tout le monde auquel tout le monde peut rêver. Voilà, donc je voulais me poser la question, est-ce qu'on peut pas faire un peu un parallèle ? Je me permets de considérer qu'au contraire, la question de la consultation, on pourrait l'inclure, non ? Dans le spectre des questions, c'est-à-dire quand on dit parce qu'en fait il n'y a pas le référendum, il y a des référendums. D'ailleurs, je vais tout de suite passer la parole à Magali de la Souda parce que je pense qu'il faut qu'on comprenne ça. Il y a un référendum législatif, et puis un référendum constitutionnel, et puis il y a un référendum suspensif, et puis il y a un référendum révocatoire. Alors, finalement,
la revendication des Gilets jaunes, comment peut-être elle se positionnait dans cet ensemble de choses qui va jusqu'à, à mon sens, la consultation, comme il y a eu des consultations sur la fin de vie récemment et un peu précédemment sur le climat. Comment est-ce que la subjectivité politique Gilets jaunes s'est représentée ces différents référendums? Alors, il y a des éléments intéressants qui vont nourrir nos réflexions respectives. Dans l'ANR Gilets jaunes, il y a une équipe qui a aussi fait passer des questionnaires en ligne sur les réseaux sociaux et qui donne des réponses qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. On pourra revenir sur les explications, mais c'est là où on a le traitement le plus approfondi de cette question du référendum. Et tout d'abord, c'est sans doute un horizon pour certains, et c'est vrai que ça fait partie du mythe et du sujet, enfin du mythe qui va permettre de construire un sujet politique gilet jaune autour de ce peuple du travail, de ceux qui aimeraient ou qui ne peuvent pas travailler aussi, et puis de ce peuple qui se veut acteur de la démocratie, qui se veut souverain après l'échec du référendum de 2005, qui est quand même là quelque chose qui revient dans certains questionnaires et dans les entretiens. 63% des gilets jaunes qui répondent au sondage en ligne sont d'accord sur le fait que les gens doivent prendre les décisions les plus importantes qui les concernent et que ce ne sont pas aux représentants de le faire. Donc ça veut dire qu'il y a une demande aussi d'actualisation et d'exercice de la souveraineté. Donc ils sont plus nombreux que dans la population générale où on est à 28%. Et sur les formes de référendum, alors il y a ce fameux référendum révocatoire qui emporte l'adhésion de 45% des répondants, contre 36% dans la population, et ce référendum législatif. Donc là, c'est l'initiative de proposer une loi qui, lui, atteint quasiment 50% des réponses. Donc on voit bien que le recall, comme il y a aux États-Unis ou autres, ça peut être une solution pour certains, ceux qui sont dans le pôle, qui veulent plus de contrôle sur les élus, qui veulent la fin des privilèges. Mais globalement, ceux qui sont plus majoritaires, c'est ceux qui veulent plus de participation, plus d'initiative citoyenne. Et on a cette tension entre les tenants du RIC qui coexistent, qui parfois sont divisés eux-mêmes sur ce thème-là, mais on voit bien qu'il y a plus de contrôle, plus de participation, et ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes qui promeuvent. Donc ça me semble un point vraiment à souligner. Et ils vont aller lire et ils vont aller réfléchir aussi sur les exemples étrangers et éventuellement ils regardent aussi ce qui se passe au Chili avec le processus constituant et ils voient bien qu'il n'y a pas que le référendum, qu'il y a aussi la manière dont une assemblée peut se doter d'une réflexion, d'une initiative constituante qui les intéresse. Je peux peut-être compléter une vue de l'étranger, parce qu'effectivement les Gilets jaunes sont sans doute allés voir en Suisse comment ça s'est passé, comme les Américains d'ailleurs, les populistes américains se rendent en Suisse pour voir comment ça fonctionne. Alors, premier point, c'est ce que Michel Vivorca disait tout à l'heure, en effet, il faut des conditions pour qu'un référendum soit démocratique. On peut imaginer des référendums totalement antidémocratiques, les plébiscites du Second Empire sont un exemple, les plébiscites du Troisième Reich aussi, puisque Hitler a utilisé le référendum à plusieurs... on ne pense pas appeler référendum, évidemment, à plusieurs reprises, avec des questions complètement absurdes, etc. Et parmi ces conditions, il y en a, à mon avis, deux qui sont absolument centrales. La première, c'est qui convoque le référendum, et la seconde, c'est la fréquence des référendums. Sur la convocation, c'est un chiffre ou une information que j'aime bien donner. La Suisse est de très loin le pays du monde qui organise le plus de référendums. À peu près un quart de tous les référendums qui ont lieu sur la planète ont lieu en Suisse chaque année. C'est également l'un des seuls pays où ni le gouvernement ni le Parlement ne peuvent convoquer de référendum. Donc, le gouvernement suisse a l'impossibilité constitutionnelle de convoquer un référendum. Le référendum est un contre-pouvoir citoyen, donc c'est la récolte de signatures dans la rue, etc. Il en faut un certain nombre pour pouvoir mettre une question au référendum. Dans les États américains, c'est un tout petit peu différent, mais l'essentiel de l'utilisation de la démocratie directe ou des mécanismes référendaires dans les États fédérés américains est aussi d'initiative citoyenne. Ça, c'est la première condition, pour éviter en particulier ce qui s'est passé en 2005 en France, ou avec le Brexit d'ailleurs en Grande-Bretagne, que le vote soit un vote sur la question, évidemment, mais aussi un vote contre le gouvernement, contre la personne ou l'organe politique qui a convoqué le référendum. La deuxième condition, donc, c'est la fréquence, et donc ça signifie qu'il faut que les référendums soient institutionnalisés. Ça doit être un outil
fréquent, courant, normal du fonctionnement du système politique. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, pour comprendre comment fonctionnent les référendums, il faut s'intéresser aux 2 régions dans le monde qui les utilisent le plus fréquemment, à savoir les États fédérés américains, enfin la moitié d'entre eux, parce que tous les États fédérés n'utilisent pas de manière très intense le référendum, et en réalité, il y a 4 ou 5 États qui l'utilisent beaucoup, donc notamment la Californie, l'Oregon, l'Arizona et quelques autres, et puis la Suisse, à la fois au niveau cantonal, au niveau fédéral, donc au niveau national, mais également au niveau local, donc dans les villes enfin, dans les villes, parce que dans les villages en général, ce sont des assemblées qui prennent les décisions. Et à partir du moment où on pose cela, disons que le panorama change quand même considérablement, puisque, en mon sens, c'est de cela qu'il faut parler lorsqu'on parle de référendum. L'exemple que je prends pour être un peu provocateur, c'est que si on parle du référendum en prenant les quelques exemples que soit Napoléon III, soit De Gaulle, soit le Brexit, c'est comme si on définissait ce qu'était l'élection à partir de l'élection du pape. C'est une élection. L'élection du pape, c'est une élection très étrange et qui ne dit rien du tout sur le fonctionnement des élections dans la plupart des autres pays. Et je pense que pour les référendums, il faut faire la même chose, il faut s'intéresser aux endroits où il est institutionnalisé. Et qui d'ailleurs intéresse les militants et militantes des référendums, que ce soit en France aujourd'hui, mais ça a été le cas aussi en Uruguay, par exemple. C'est un autre pays qui utilise beaucoup les référendums, qui là aussi s'est inspiré des pratiques suisses. Est-ce que je peux ajouter une petite chose ? Il y a une dimension délibérative aussi que les Gilets jaunes ont essayé de coupler d'ailleurs avec cette question du référendum dont les citoyens devraient avoir davantage d'initiative de leur point de vue et qui était articulée aussi avec la création de ces nouveaux espaces du politique qu'étaient les ronds-points, les maisons du peuple, à côté de l'Assemblée générale beaucoup plus classique. Et ils ont essayé de mettre cela en œuvre en se saisissant du mécanisme du référendum d'initiative partagée sur la cession, la privatisation des aéroports de Paris, initiative qui a échoué. Voilà. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est le RIP, le référendum d'initiative partagée dans les grandes villes? Donc là, en gros, il fallait un nombre de signataires qui était très important. Il fallait aussi un nombre de parlementaires important. Ça, c'était relativement acquis, mais c'était à quelques milliers, je crois, de fois que les signataires n'ont pas été suffisants. En fait, c'était une disposition de la réforme constitutionnelle qui était passée durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qui n'avait pas vraiment vocation à être utilisée, en fait. Et là encore, je pense que cette expérience méritera sans doute que l'on l'interroge sur les effets à l'égard de la crise des institutions et démocratiques que nous connaissons aujourd'hui. Michel Uberca, vous avez une Oui, c'est un commentaire sur ce qui était dit à propos de la fréquence du référendum. Je me suis posé une double question. Premièrement, est-ce que dans un pays comme la France, ce qui remplace de manière totalement insuffisante le référendum, ce n'est pas les sondages d'opinion? On passe son temps à faire des sondages d'opinion qui, après tout, jour après jour, soi-disant, nous tiennent au courant de l'état de l'opinion. Et à partir de là, je me disais, la fréquence, oui, je suis très intéressé par cette idée que plus c'est fréquent, mieux c'est, parce que je pense, c'est la question que je vous posais, je pense que ça évite de faire du référendum un moment dramatique, et donc convulsif. Et par conséquent, je me posais la question à propos d'un thème qui est à l'honneur, puisque l'on vient de panthéoniser Robert Badinter. Si on faisait, j'entends souvent dire, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs ou pas, mais si on faisait un référendum sur la peine de mort, j'entends souvent dire que les Français diraient retour à la peine de mort. Mais, donc voilà un sujet particulièrement dramatique. Mais si on avait très souvent des référendums, peut-être que cette dramatisation-là, on pourrait l'éviter, la minimiser, enfin la transformer. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait quand, au nom de valeurs morales, éthiques, on est amené à combattre, peut-être, un choix de référendum qui va amener à ce qu'on juge catastrophique. Je voulais vous poser la question, autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un conflit, parfois, entre éthique ou morale, comme on voudra, et démocratie? Mais je rebondis immédiatement sur la peine de mort. S'il y a bien une question politique, c'est la question de la peine de mort. Et si, dans la France, montre aussi un exemple d'un Parlement qui, pendant des décennies, après la plupart des autres pays européens,
a maintenu la peine de mort. Donc c'est pas le référendum qui maintiendrait contre un Parlement qui l'abolirait. On en parlait en venant. Et je rappelais que la Suisse a voté à plusieurs reprises sur la peine de mort pour l'abolir à la fin des années 1930. La peine de mort a été abolie formellement en 1940 en Suisse. Et il y a eu confirmation de cette décision, alors de manière un peu indirecte, puisque la nouvelle constitution précise, il y a un article qui précise que la peine de mort est interdite, et donc le vote a eu lieu en 1999. À l'inverse, la Californie, qui semble être un État, une population beaucoup plus progressiste que la Suisse, a toujours refusé de supprimer la peine de mort de son code pénal, même s'il n'y a plus de peine capitale de fait en Californie, mais de droit, elle existe toujours. Donc on a les deux exemples, et ça me permet de répondre aussi à la question du sondage. L'immense différence entre un sondage et un référendum, c'est qu'une campagne avant un référendum. C'est-à-dire le sondage, effectivement, on téléphone aux gens en leur demandant ce qu'ils pensent de tout et n'importe quoi. Et Pierre Bourdieu a montré, je pense assez correctement, qu'en fait un sondage, on mesure quelque chose qui n'existe pas véritablement. En revanche, lorsqu'il y a une campagne qui permet de débattre d'un sujet, et s'il y a bien un sujet dont il faut débattre de manière permanente, d'une certaine manière, c'est bien la peine de mort. Et moi, je m'inquiète plutôt qu'il n'y ait pas des débats politiques sur la peine de mort et qu'on considère que ce soit complètement sorti du spectre politique. Moi, je pense que s'il y avait un vote aujourd'hui en France, la peine de mort ne serait pas réintroduite, mais il faudrait un vrai débat. Alors, si Badinter était encore là, évidemment, ça aurait été une voie importante. Et je mets ma main coupée que si une initiative était proposée en Suisse pour réintroduire la peine de mort, elle ne passerait pas. C'est important de rappeler aussi pourquoi on souhaite la disparition de la peine de mort de manière régulière. J'ajoute une autre chose sur les votes compliqués, parce que évidemment, comme Suisse, j'ai vécu ça assez régulièrement. Un vote référendaire n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'on peut toujours revenir sur un vote. Et il y a quantité d'exemples en Suisse, aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, où on a voté à plusieurs reprises sur le même sujet. L'adhésion de la Suisse aux Nations Unies, par exemple, a dû passer par 2 référendums. Il y a eu un non dans les années 80, un oui au début des années 2000. L'introduction de certains impôts également a dû être votée plusieurs fois. La question des relations avec l'Union européenne fait aussi l'objet de référendums très, très fréquents. La question de la peine de mort dans les États fédérés américains a aussi été traitée plusieurs fois. Et donc, c'est jamais une défaite définitive. Après, il faut entrer dans le détail, puisque évidemment, si la défaite est très très large, elle est plus définitive qu'une défaite serrée. Et c'est là aussi, il faut bien comprendre le fonctionnement d'un système référendaire. Lorsque vous lancez un référendum pour attaquer une loi, par exemple, qui a été passée par le Parlement, et que la loi est refusée à 51 ou 52%, donc vous avez obtenu une victoire, mais une victoire très serrée, c'est une demi-victoire. C'est une victoire qui est importante politiquement, mais c'est une demi-victoire, c'est-à-dire que vous savez très bien que le Parlement peut revenir avec un autre projet qui est presque le même, en bougeant juste quelques articles pour pouvoir gagner la fois suivante, même si vous attaquez la loi par référendum. En revanche, si vous vous prenez 70-80% dans la figure, évidemment que là, la décision est beaucoup plus définitive. Donc c'est un jeu politique qui, comme dans un Parlement d'ailleurs, doit être jugé au cas par cas, et parfois les acteurs politiques se trompent d'ailleurs sur leur jugement, ça arrive. En termes de décision non définitive, il y a un cas quand même qui est très marquant, c'est le référendum de 2005, qui pour le coup, on peut effectivement estimer qu'il y a une forme de réversibilité de la décision, on peut estimer que la décision a été, que le résultat a été serré, ce qui était le cas à l'époque, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'affaire ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas apaisée, elle est ressurgie beaucoup plus tard, et en fait on en parle encore dans les cahiers de doléances aujourd'hui, je crois. Oui, ça a été vécu comme un moment de trahison démocratique, et là, pour le coup, avec des conséquences qui semblent en partie irréversibles. Donc, ça a été un moment fondateur, je pense, de la mise en crise de la représentation. Mais je voulais peut-être revenir sur cette question de la peine de mort. Moi, je ne suis pas persuadée qu'il faille en discuter tout le temps. Pourquoi ? Dans les questionnaires passés auprès des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui revenait jamais. Franchement, dans la vie ordinaire des personnes ordinaires, c'est pas le problème que les gens rencontrent. C'est certes le problème et un des enjeux, des questions majeures pour l'extrême droite, la droite radicale et la droite religieuse et catholique française, qui aujourd'hui est très visible et très audible parce qu'il y a des empires de presse et que ces entrepreneurs financiers se sont reconvertis dans des entreprises politiques depuis la Manif pour tous. Donc là, on revient à l'initiative des référendums. Est-ce que c'est les médias est-ce que c'est sur Twitter qu'on va décider du sujet? J'en suis pas sûre.
Et dans les cahiers de doléances, la peine de mort arrive très loin, et encore, quand elle est évoquée, c'est pas toujours pour dire qu'il faut la remettre, mais c'est parfois pour dire justement « je voudrais plus de référendums, mais j'ai très peur que ça soit remis sur le tapis ». Et on est dans un peu plus de 2% des doléances qui sont sur les thématiques sécuritaires de manière générale, dont la peine de mort. Donc c'est pour vous dire, dans ces outils de mesure des préoccupations des gens, à quel point on est loin des sujets qui les concernent au premier chef. Les revenus, comment on va vivre, y compris la santé. Alors ça, on a de belles choses. Et je voudrais juste faire une remarque là-dessus aussi. Peut-être qu'il y a des sujets pour lesquels une convention citoyenne est beaucoup plus adaptée qu'un référendum qui, s'il n'est pas pratiqué régulièrement et s'il n'y a pas une socialisation à la délibération, à la discussion et une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire mener un débat, une campagne référendaire dans des conditions démocratiques acceptables à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des grands trusts de presse, est-ce qu'une convention citoyenne, finalement, n'est pas quelque chose de plus productif pour faire émerger un consensus? Ça a été montré pour la Convention sur le climat qui n'a absolument pas été suivie des faits, et sur les questions de bioéthique aussi. J'ai fait 2-3 remarques qui prolongent ce qui vient d'être dit. J'ai suivi la Convention citoyenne en observateur tous les jours. Enfin, chaque fois qu'il y avait 185 personnes ont été tirées au sort. C'était des gens qui avaient fait savoir qu'elles acceptaient, si elles étaient tirées au sort, de participer. Donc c'est pas un tirage au sort complètement au hasard. Et ces personnes, on leur a d'abord proposé des réunions au cours desquelles elles ont entendu des gens leur expliquer ceci et cela. On leur a donné toute la documentation nécessaire. C'était vraiment très divers comme population, depuis des gens très éduqués jusqu'à des gens vraiment très peu éduqués. Et à la fin, c'est merveilleux. Je peux vraiment vous dire que tout le monde a conscience d'avoir beaucoup progressé et d'avoir abouti à des propositions intelligentes, nuancées, alors complexes pour le coup, pas du tout, il faut faire juste ceci, cela. C'était très élaboré, c'était très juste, c'était très démocratique au sens où la grande majorité qui était pour, d'une certaine manière, l'euthanasie ou le suicide assisté, avait écouté ceux qui étaient contre et en tenaient compte. Bref, le problème, c'était le passage aux politiques. C'est-à-dire, je vais aller vite parce que c'est enfoncer des portes ouvertes à mon sens, mais le chef d'État a reçu les 185 citoyens à l'Élysée, donc ils étaient très flattés. Il leur a dit, je dépose une loi avant la fin de l'été, c'est encore plus heureux, et arrive à la fin de l'été, et je me dis, si on est à Marseille, le pape vient à Marseille. Alors, le chef d'État n'avait pas proposé une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, au moment où la vue du pape, en plus, était un peu tendue, Alors, il a reculé, et bon. Enfin, finalement, je passe beaucoup de détails, mais finalement, un projet de loi est déposé au Parlement, elle est bricolée, c'est-à-dire que là où il fallait une seule loi, François Bayrou dit on va faire 2 lois, enfin on va couper le truc en 2, enfin ça bricole déjà, et puis paf, dissolution, et finalement, je ne sais pas trop si elle sera finalement votée avant la fin du quinquennat actuel. Donc c'est quand même gravissime. Un travail formidable. Voilà. Donc ça pose ce genre de questions, ça en pose d'autres aussi, c'est-à-dire c'est quand même 185 personnes seulement qui réfléchissent. Et malheureusement, mais avec le numérique, on devrait pouvoir inventer des modes de convention citoyenne qui mobiliseraient beaucoup plus de monde. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. Vous m'arrêtez si je suis trop long, mais je voudrais dire qu'il y a un point dont on n'a pas encore parlé, qui est qu'il y a des thèmes, premièrement, il y a des thèmes qui ne peuvent peut-être pas entrer dans un référendum en démocratie. Je pense en particulier à des référendums sur l'indépendance d'une partie d'un territoire, la Catalogne. Donc là, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les spécialistes. Est-ce qu'une démocratie peut supporter qu'on tranche sur l'amputation de ce qui appartient à tout le monde? C'est ma première question. Et la deuxième question, elle est un peu proche, mais ce n'est pas exactement la même chose. Dans certains cas, ce n'est pas facile de dire qui vote. J'ai en tête un exemple, on pourrait peut-être en prendre 2 d'ailleurs. Celui dont je ne parlerai pas parce que je ne sais pas assez, c'est celui de la Nouvelle-Calédonie. Ça peut être intéressant d'avoir l'avis des spécialistes, ou du spécialiste. Et deuxième cas, peut-être plus clair, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un référendum, c'était à l'époque de François Hollande, à propos d'un aéroport du côté de Nantes. Qui devait voter? C'est très intéressant. Est-ce que c'est les gens qui sont sur la commune où sera situé l'aéroport? Est-ce que c'est les gens
de l'environnement, et dans ce cas-là, comment définir cet environnement? Est-ce que ça concerne tout le pays? Voilà le genre de questions que je serais très intéressé d'avoir des réponses. Peut-être un premier point sur l'articulation avec les dispositifs délibératifs et participatifs. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Et je dirais même que le fait que les référendums soient institutionnalisés suscite la délibération, la consultation et la participation. D'ailleurs, en Suisse, au niveau national, vous avez même ce qu'on appelle des procédures de consultation avant le passage de toutes les lois. Donc le gouvernement rédige une loi, l'envoie, tout le monde peut répondre à la consultation d'ailleurs, mais c'est surtout les grandes organisations directement concernées, etc., les partis évidemment, les syndicats et autres, qui répondent, et ensuite la loi est amendée pour limiter le risque référendaire, précisément. Parce que si tout à coup vous avez une espèce de levée de bouclier de tout le monde, vous savez que vous allez au casse-pied, même si ça passe au Parlement, vous aurez un référendum et des organisations qui s'opposeront à la loi. Donc je pense qu'on peut très bien articuler les deux choses. Et d'ailleurs, aux États-Unis, quand on parle de démocratie participative, c'est toujours articulé à la démocratie directe, au référendum et aux assemblées, etc. Alors après, sur les questions compliquées, sur notamment les référendums d'indépendance, quand on fait la liste de tous les référendums qui ont eu lieu depuis 200 ans, la plupart, en dehors des États-Unis et de la Suisse, ce sont des référendums d'indépendance. Dans les moments de décolonisation notamment, mais on a plein d'autres exemples, Timor-Est, etc., où des référendums ont été organisés. Et en effet, on est toujours face à ce problème, c'est-à-dire qui c'est qui vote sur un référendum d'indépendance, sur la Catalogne, ce serait la même chose avec la Corse, Kurdistan, absolument. Et on a eu un exemple qui ressemble un tout petit peu en Suisse, c'était pas une sortie du territoire suisse, c'était la création d'un nouveau canton, qui est le canton du Jura, qui a été créé finalement en 1979, et là, les votes ont dû se faire en cascade. Donc on a fait voter les districts les uns après les autres, donc c'est une subdivision des cantons, c'était des districts qui appartenaient à un ancien canton, donc le canton de Berne. Les districts qui ont voté pour l'indépendance, pour la création d'un nouveau canton, formaient plus ou moins de nouveaux territoires. Il y en a 3 qui ont voté pour, 3 qui ont voté contre. On a ensuite fait voter toutes les communes sur la frontière, pour savoir si elles voulaient rejoindre le district qui était allé dans un sens ou dans un autre. Il y a eu quelques modifications de frontières de district, si je me rappelle bien, et ensuite il y a eu un vote national de l'ensemble de la Suisse, puisqu'il fallait changer la Constitution, puisqu'il y a la liste des cantons dans la Constitution. Ça s'est passé à la Suisse, ça a pris beaucoup de temps, on a beaucoup consulté. Le tout dernier vote a eu lieu il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il y avait une commune qui avait eu un résultat quasi 50-50 dans les années 70 et qui a toujours revendiqué de rejoindre le canton. Donc il y a eu un vote qui a été réorganisé. Donc c'est toujours un processus qui est assez long, mais qui évidemment demande une forme de bonne volonté de part et d'autre. Si on avait eu une communauté nationale en dehors de ce nouveau canton qui était radicalement opposé à la création d'un nouveau canton, ça n'aurait pas fonctionné. Donc le cas espagnol est compliqué, puisque manifestement le gouvernement national ne veut pas d'une Catalogne indépendante, et puis sans doute une majorité assez claire de la population. Donc dans ce genre de situation, ça se règle comme toujours dans les sécessions, c'est-à-dire non pas par référendum, mais par des moyens politiques, hélas, en général plus violents et plus directs. Mais si on veut imaginer une procédure idéale de sécession, ce serait ça. Il faudrait imaginer. Et puis après, il y a sur la Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment le même problème. Et on a des questions qui se posent sans arrêt sur les questions locales. Là, on a une affaire qui est intéressante en Suisse sur l'enfouissement des déchets nucléaires de long terme. Ce qui se passe à Bure en France se passe, pour l'instant la Suisse les envoie en France, puis ensuite sans doute en Russie. Et les référendums sont des référendums locaux, puisqu'il faut une autorisation de la commune pour enfouir le dernier projet, c'est dans le canton de Zurich, si je me rappelle bien, on est absolument certain que ce sera un non, parce que personne ne veut de déchets nucléaires potentiellement très dangereux dans son sous-sol. D'autant que ça ne rapporte rien. Si vous implantez une centrale nucléaire, à la limite, vous pouvez travailler dedans, mais la gestion des déchets à très long terme, ça ne va pas très bien. Et donc, en réalité, il ne pourra pas y avoir d'enfouissement de déchets à très longue durée de vie en Suisse. Mais ce qui est la conclusion politique que j'en tire, c'est qu'on ne peut pas avoir d'énergie électronucléaire en Suisse, puisqu'on ne peut pas gérer la question des déchets. On a aussi eu cette question sur les éoliennes, par exemple. Est-ce que si vous faites voter les communes sur l'implantation d'éoliennes, ça ne fonctionne pas tout ça? Ça a fonctionné parfois, mais pas toujours. Certaines communes ont refusé d'avoir des éoliennes sur leur territoire. Donc c'est des questions, mais comme toujours, les questions politiques et démocratiques, c'est une affaire qui est ouverte. Les débats sur l'autogestion dans les années 70 se posaient déjà. Qu'est-ce qu'on décide au niveau de l'atelier? Qu'est-ce qu'on décide au niveau de l'usine? Qu'est-ce qu'on décide au niveau d'un espace économique? Et c'est toujours une question politique, en réalité.
Mais quand on pense trop, quand on pense les choses en termes de délibération, en termes effectivement peut-être même d'auto-organisation, est-ce qu'on n'oublie pas aussi une autre dimension qui est le point de vue extérieur, c'est-à-dire que il y a toujours une instrumentalisation de la phase politique référendaire. Et ça peut aller du lobbying jusqu'à la possibilité de recourir au référendum pour effectivement faire tomber les juges, par exemple, si on va aller très loin. Est-ce que cette question de l'instrumentalisation, évidemment, chez les Gilets jaunes, c'était un des aspects principaux. Il y avait une manière de faire la politique qui essayait d'empêcher à toute force l'instrumentalisation. Et qui, du coup, aboutissait à une sorte de position presque purement négative, que je pense on retrouve d'une certaine manière dans l'idée d'un référendum révocatoire. Un référendum qui dit principalement... Ouais, sur le recall, là, il faut dire quelque chose. Effectivement, les Gilets jaunes l'avaient proposé. Ça vient plutôt des États-Unis, mais là aussi, l'idée venait de Suisse au départ, mais en Suisse, il n'est jamais utilisé. Le recall, ça peut backfire, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, et la plupart du temps, c'est le cas. C'est-à-dire que vous demandez la révocation d'un gouverneur ou d'un maire ou d'un attorney général dans un État, et puis la plupart du temps, ce n'est pas accepté. Donc en réalité, vous légitimez la personne que vous essayez d'attaquer. Donc il faut faire très attention. Évidemment, quand l'outil est mis en place dans un premier temps, les gens se trompent en disant voilà, le type, le gouverneur est détesté, on lance une révocation, et puis ensuite on va pouvoir s'en débarrasser. Et puis après quelques années d'exercice, on voit très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la même chose pour le référendum. Si vous lancez un référendum contre une loi que vous voulez attaquer et que la loi est validée par la population, vous la surlégitimez. Et il nous arrive parfois ensuite de se tromper. On lance un référendum en pensant qu'on va le gagner ou que le résultat sera serré, et tout à coup on prend 60, 65, 70% dans les dents, et en réalité ça a l'effet inverse de ce que vous pensiez. Donc c'est pour ça qu'il faut une habitude et un exercice du référendum qui vous montre que c'est un outil. Alors moi généralement j'utilise une métaphore médicale en disant que c'est un peu auto-immune, c'est-à-dire que trop l'utiliser, vous n'avancez absolument pas sur vos objectifs politiques. Il faut peu l'utiliser, il faut être fréquent parce qu'il y a une série de sujets qui sont sur la table à tout moment. Il y a beaucoup d'organisations évidemment qui lancent des référendums, mais comme quand vous êtes dans un parti ou dans une organisation, qu'elle soit patronale ou syndicale, vous devez faire un usage précautionneux du référendum et de la révocation évidemment. Je me souviens dans une des enquêtes, un des enquêtés que vous avez interrogé disait qu'il avait pris une prise de conscience politique au moment où il a réalisé que l'élu ne c'était pas le grand monsieur du village, mais c'était quelqu'un qui devait le servir lui. C'était presque quelqu'un qui payait pour qu'il fasse le job. Oui, alors ça on a pu ça c'était dans certains, semble-t-il, dans un entretien vraiment sur la représentation démocratique, donc avec une grille de questions là-dessus. Et il y avait cette idée aussi de l'introduction du mandat impératif chez nos représentants, chez certains gilets jaunes, qui est couplé avec le référendum avec les dispositifs révocatoires. Vous n'avez pas fait ce pourquoi vous avez été élu, donc c'est terminé pour vous. Alors effectivement, parfois ça ne marche pas. Je pense au recall de Gavin Newsom il y a quelques années en Californie, donc le gouverneur de Californie. Il y avait des groupes conservateurs très hostiles à ces politiques redistributives et notamment ses propositions un peu ambitieuses sur l'eau. Et effectivement, ça a été un retour de flamme. Hein. Depuis 100 ans, il n'y a que 2 gouverneurs qui ont été révoqués aux États-Unis. C'est un outil qui est très peu utilisé. Et je pense aussi à l'instrumentalisation inverse et à, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'évoque maintenant, mais à ce qui s'est passé en Italie au printemps dernier. Donc, la constitution italienne permet des référendums d'initiative citoyenne ou associative. Et là, c'était une coalition progressiste de syndicats, donc l'équivalent de la CGT, d'organisations humanitaires, de droits de l'homme, très variées, qui avaient 2 vocations. C'était revenir sur des réformes du Code du travail votées du temps de Berlusconi, mais consolidées aussi par Renzi, donc la gauche modérée, de précarisation, d'affaiblissement, de fluidification du marché de l'emploi, appelons-la comme ça. Et donc là, l'idée, c'est de revenir et de remettre un petit peu plus de protection du point de vue du droit des personnes qui travaillent,
Et elle était articulée, cette proposition, à quelque chose d'assez ambitieux et audacieux dans le contexte actuel, qui était de pouvoir faciliter l'acquisition de la nationalité, de la citoyenneté italienne aux personnes étrangères qui vivent et qui travaillent dans le pays avec un seuil d'année un peu plus bas, parce que l'Italie c'est plutôt le droit du sang, donc c'est quand même compliqué de devenir italien pour ces personnes-là. Donc l'idée c'était extension des droits démocratiques, mais en lien aussi avec la question du travail, parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre en Italie. Et bien là, le dispositif a été complètement sapé par un exécutif qui a refusé même d'y prendre part en disant qu'il serait à la pêche le jour du vote. Et donc l'instrumentalisation, elle peut aussi se faire comme ça. Pas de campagne électorale, ça freine dans les grands médias, l'exécutif considère que ce référendum n'apportera rien et qu'il vaut mieux aller à la pêche. Et là, voilà, ça échoue. Alors, juste un point sur la pêche, parce que Berlusconi avait déjà utilisé l'argument. En Italie, le problème, c'est qu'il faut un quorum de participation. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 50% de participation, le référendum est nul. Et même si ça peut paraître être une bonne idée d'avoir une bonne participation, je pense que c'est une mauvaise idée de mettre un quorum, puisque le quorum vous permet de dire non de deux manières différentes, soit en disant non, en votant non, soit en allant effectivement à la pêche ou à la messe, je ne sais pas où, et donc en ne participant pas au vote. Donc ce qui est important, c'est de travailler pour une plus forte participation, et c'est-à-dire toute une série de modalités, notamment ce qu'on appelle parfois le vote obligatoire, mais en revanche sans mettre de quorum, parce que le quorum, ça fausse immédiatement le résultat du vote. Michel Warcaille, une question. On a du coup un peu l'impression qu'il y a une pensée du référendum dans le cadre de la conquête du pouvoir, et puis il y a une autre, et notamment, je pense au cas de Mélanie qui a été envisagé à l'instant, où là on se dit, ça va être très simple, on va avancer, on va trancher les questions, et puis après, il y a un autre cas, où cette fois, quand les initiatives sont quelque part, viennent d'en bas, tout à coup ça ne fonctionne plus, ou alors on essaye d'enterrer la question, quoi. Ah oui, moi, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, ça peut avoir toutes sortes de significations et d'usages politiques. Et donc, au bout du compte, c'est en train de dire, mais on est en train de discuter de situations très différentes. La situation suisse n'est pas spécialement, je crois, un peu de contrôle, une situation de crise de la démocratie représentative. Pas spécialement. Mais il y a peut-être des carences ou des lacunes. Voilà. Alors que je pense que dans notre pays, il y a une telle crise de la représentation politique, et je mets dedans les syndicats classiques, qui sont venus des acteurs plus politiques, souvent que ceux proprement ancrés dans l'entreprise et dans le travail, pas seulement. C'est quand même une mobilisation sur les retraites, elle ne s'est pas faite dans les entreprises, elle s'est faite contre la réforme des retraites, elle s'est faite plutôt en dehors des entreprises. Et donc il y a une telle crise de la représentation politique que les contestations mettent en avant, donc ça vient plutôt d'en bas, mettent en avant des demandes d'autres formules, et donc démocratie directe et référendum. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien, je reviens à la question initiale que vous m'aviez posée, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'état de notre système politique, du Parlement, de la capacité à traiter les questions sociales, culturelles, et la poussée de demandes de démocratie plus directe. Autrement dit, si ça marchait bien, l'Assemblée, le Sénat, etc., est-ce qu'on aurait autant de discussions sur le référendum? C'est un peu ça la question, je n'ai pas la réponse, mais c'est la question qui me pose. Historiquement, le moment suisse en 1830 et 1860-70 et le moment américain à la toute fin du 19e siècle et les années 20, il illustre parfaitement. C'est-à-dire ce sont des moments de crise de la représentation où les gens, des fractions importantes de la population ne se sentent pas représentées. Dans le cas suisse, c'était le cas du mouvement ouvrier en particulier, puisque c'était une élection majoritaire, donc il n'y avait pas d'élus socialistes ou ouvriers dans le Parlement, et donc il y a des demandes de référendum. Même chose pour les mouvements populistes aux États-Unis et au Canada d'ailleurs aussi un peu. Là, ce sont des revendications exactement du même ordre. Après, sur l'analyse de la situation suisse, je dirais que le référendum est une manière justement de résoudre cette fameuse crise de la représentation, puisqu'en effet, on a régulièrement des exemples où vous votez, une assemblée sort des élections, et au mois de mars, les élections ont lieu en octobre-novembre en Suisse, et au mois de mars suivant, vous avez un référendum qui met en minorité l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de voter pour quelqu'un et de voter ensuite à l'inverse de ce que dit le parlementaire en question au référendum, parce qu'on traite d'une question. Quand on élit une personne, on élit une personnalité d'une part, mais aussi toute une série de positions. Mais j'imagine que
vous n'avez jamais été d'accord à 100% avec la personne pour laquelle vous étiez, peut-être même seulement 20 ou 15%. Enfin, même si vous êtes d'accord la plupart du temps avec la personne que vous avez élue, il y aura toujours un sujet ou un autre sur lequel vous ne serez pas d'accord, et donc le référendum vous permet de le dire. Et ce qu'on voit régulièrement en Suisse. Au niveau national, les rapports de force en Suisse sont à peu près de 2 tiers, 1 tiers pour la droite. La gauche va jamais être au pouvoir au niveau national. Et la gauche gagne assez régulièrement des référendums. Pas sur tous les sujets, mais par exemple sur le sujet des retraites, la gauche gagne presque toujours des référendums. Donc ça signifie qu'une partie de l'électorat vote pour des gens de droite qui en fait ne les représentent pas d'une certaine manière sur la question des retraites. En ce qui me concerne, j'aurais une dernière question et après je proposerai d'ouvrir l'échange. C'est une question quand même qui porte sur... est-ce qu'il n'y a pas on a l'impression qu'il y a un universalisme inhérent à la question du référendum parce que finalement, un homme, une voix, tout le monde est égalité, comme si on oubliait tout à coup que tout le monde n'a pas le même accès à la compétence politique, le même accès ou la même appétence pour le fait de donner son avis et que finalement, c'est comme si il faut quand même se poser la question de savoir si le sujet du référendum n'est pas aussi lui-même un mythe. C'est cette idée d'un électeur qui de toute façon donnerait son avis et il s'en contenterait. Je pose la question à Magali Della-Souda. Vous avez donc ouvert des cahiers de doléances. Est-ce qu'on ressentait une différence, et je pense notamment, puisque je voudrais boucler un peu sur les travaux que vous avez faits sur les femmes auparavant, est-ce que, par exemple, on voit un décalage dans l'appréhension de ce type de sujet selon le genre, par exemple, ou d'autres catégories? Alors, sur la participation, oui. Dans les cahiers de doléances, et après on passera la parole à la salle, moi ce que j'ai constaté avec les équipes citoyennes et Gilets jaunes qui ont découvert les cahiers, c'est que les hommes intervenaient davantage sur un registre opinatif, en faisant des propositions, avec effectivement une prédilection pour des sujets très théoriques, et dans les groupes très mobilisés aujourd'hui sur le RIC et le RIC constituant notamment, qui sont dans les Gilets jaunes, c'est vrai que les militants sont plutôt plus présents que les militants, mais ça c'est un petit peu transverse à d'autres formes de participation. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce référendum qui a été une clé pour trancher des questions que le mouvement social ne voulait pas se poser, éviter le conflit, s'en remettre au peuple et tout ça, dans les cahiers de doléances, il est moins présent. Et si je peux me permettre, là encore, de vous donner quelques informations, sur les 225 000 doléances qui ont été comptabilisées et numérisées dans les préfectures, en fait, il y en a seulement 17 700 qui concernent le RIC, 32 800 qui concernent le référendum, donc c'est les occurrences des mots. Les retraites, c'est 139 000. Voilà. Donc très clairement, la question démocratique, elle est moins présente et ça apparaît moins une préoccupation que les gens veulent porter dans leur cahier de doléances pour qu'ensuite le chef de l'État et les parlementaires en fassent quelque chose, que vraiment les questions sociales qui sont vraiment très 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 majoritaires. On peut probablement ouvrir, merci à tous les trois d'abord de cet échange. On va tout simplement continuer la discussion. Est-ce que une question spontanée, une demande de clarification sur un point en particulier qui a été évoqué de votre part? Alors, je vous invite à parler simplement fort parce qu'on a des micros filaires et ce sera plus simple comme ça. Donc, Lydia, vas-y. Par exemple, je crois que ça vient de disparaître, mais les jurés, par exemple, en assise, c'est tiré au sort complet. Je crois que tout citoyen français peut être tiré au sort comme juré d'assises, donc de la vie d'un homme, etc. Là, je crois qu'ils l'ont limité en disant qu'il fallait qu'il y ait des plus professionnels. Mais quand il y a, je pense à un film où un type change la vie de tout le monde, s'il y a une information sur un sujet comme dans les cahiers de doléances, eh bien, la démocratie, elle devrait pouvoir s'appliquer à partir du moment où on donne cette information à ces gens-là. Et qui sont tirés au sort sur tout le monde. Parce que, par exemple, moi j'ai fait des sondages, les sondages, en fait, ce n'est qu'une représentation partielle, c'est une analyse à partir de certains critères sociologiques. On prend tant de cela, puis on fait un mix, et puis c'est représentatif,
Puis ça dépend de la manière dont les questions sont posées aussi. Donc, alors que là, c'est le hasard, on prend tout le monde et boum, on les forme. Et là, ça peut fonctionner. Là, moi, ça me paraît très... Puisqu'on a supposé que des gens peuvent juger de la vie ou de la mort avant, pourquoi ils ne pourraient pas juger de points précis de leur vie? Sur les jurés, les questions sont un tout petit peu différentes. Je ne sais plus comment ça fonctionnait, ou ça fonctionne toujours en France pour les jurys d'assises, mais aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de jugement d'ordre juridique. Il s'agit notamment dans le Coder, la fameuse pièce qui a été mise en scène par Sidney Lumet. Il s'agit simplement de dire si, selon l'opinion des 12 personnes, la personne est coupable ou non. C'est un jugement d'une nature un tout petit peu différente. En revanche, le point de jonction, c'est ce que Tocqueville avait déjà très bien décrit sur les États-Unis au XIXe siècle, c'est l'idée qu'il y a une compétence des citoyens ordinaires, citoyens seulement, seulement les mâles au XIXe siècle, puis des citoyennes ensuite. Et je pense que c'est lié à l'idée de la démocratie, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut juger, c'est le cas à Attale aussi, on peut juger ses concitoyens, on peut décider des questions politiques, à la fois des lois et des décisions gouvernementales. C'est-à-dire que, on peut dans les exemples du 28 septembre, par exemple, le livret qu'on reçoit comme citoyen suisse, donc vous aviez 2 lois, mais par exemple, il y a des décisions qui relèvent davantage d'actes gouvernementaux. J'ai parlé de l'adhésion aux Nations Unies ou de l'adhésion à l'Union européenne. Bien sûr, ça prend la forme d'une loi, mais ce sont des décisions d'ordre gouvernemental. C'est une décision unique. Et évidemment, je défends cette position parce que je pense qu'il y a, si nos régimes politiques ne se reposent pas sur l'idée que les citoyens et les citoyennes ont une voix politique qui compte, eh bien, il faut changer de système. C'est-à-dire, on est dans quelque chose d'autre. C'est peut-être ce que disaient Hamilton et Madison aux États-Unis, mais c'est bien sûr plus une démocratie. Un ou 2 mots, mais très précis. Premièrement, sur les gens qui sont tirés au sort pour les jurys d'assises, ça n'est pas n'importe qui est tiré au sort. Je ne me souviens plus, mais j'avais discuté avec le maire. Pardon ? C'est les listes électorales. C'est sur les listes, et le maire a son mot à dire. Si quelqu'un est un ivrogne connu comme tel, il ne sera jamais tiré au sort parce que le maire aura fait savoir. Bon, donc c'est pas totalement le tirage au sort, je crois. Et maintenant sur cette chose si importante qui est que quand il y a une campagne avec des livrets qui sont déposés, etc., les positions des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes au départ et à l'arrivée. Et il y a une méthode de sondage, il y a un Anglais ou un Américain dont j'ai oublié le nom, voilà, qui a inventé une méthode de sondage qu'il appelle délibératif, qui est très intéressante. Il prend un groupe, par exemple, de 10 personnes, il leur dit, voilà, je voudrais connaître votre opinion sur la couleur préférée pour vous des automobiles. N'importe quoi. Alors au début, ils disent telle et telle couleur. Et puis on leur fait faire écouter des gens qui viennent leur expliquer à quel point la couleur est importante, à quel point telle couleur veut dire ceci, telle couleur veut dire cela, on leur donne l'occasion de réfléchir. Et on les re-questionne à l'arrivée. Là, c'est pas forcément le même résultat. Et donc, même les gens qui font des sondages, vous avez bien compris que c'est pas notre tasse de thé, je crois, mais même les gens qui font des sondages ont conscience du problème que vous avez posé, je crois. Monsieur, oui, moi j'avais juste une question sur comment ça se passe justement en Suisse au niveau du référendum. Quelles sont les modalités qui fait qu'un référendum ou un suivi apparaît? Est-ce que tout le monde peut lancer un référendum? Et puis deuxièmement, entre le référendum fait force de loi, mais entre la loi et les modalités d'application, il y a ce qu'on appelle un décret d'application en France qui peut changer beaucoup de choses, notamment dans les délais d'application. Est-ce que c'est pareil en Suisse? Est-ce qu'une fois que c'est voté, ça s'applique tel quel? Alors, sur le lancement, sans entrer trop dans les détails, la plupart des actes du Parlement peuvent être attaqués par référendum. Vous avez ce qu'on appelle un délai référendaire de 3 mois, 100 jours, et vous devez récolter 50 000 signatures, ce qui représente à peu près 1% du corps civique. Donc c'est un pourcentage qui est faible, qui est plus faible qu'aux États-Unis. Et ça, c'est l'autre point que j'aurais pu ajouter avant. Les référendums, pour être démocratiques, il faut qu'ils soient faciles à lancer. En sachant qu'il y a, ce que je disais aussi tout à l'heure, il ne faut pas en lancer tout le temps parce que vous finissez, par fatiguer l'électorat et deuxièmement, après, vous perdez les votes.
Donc 50 000 signatures, et ensuite le gouvernement doit mettre ça au vote, généralement très rapidement, puisque c'est une loi qui a été votée par le Parlement, donc ça intervient dans les mois qui suivent. Je pourrais regarder le calendrier pour les votes du 28 septembre, mais je pense que le Parlement avait dû voter au début de l'année, donc à la fin de l'année, l'ensemble du corps civique vote dessus. Pour les lois, il n'y a pas d'arrêté d'application en Suisse, donc la loi entre en vigueur, il y a une date d'entrée en vigueur mais qui figure dans la loi, donc là il n'y a pas d'interprétation. Il y a un problème avec l'autre outil, c'est-à-dire que vous proposez un vote, vous proposez un texte, vous amendez la Constitution au niveau fédéral en Suisse, il faut 100 000 signatures, c'est double, et dans ce cas-là, évidemment, un article de la Constitution ne suffit pas pour savoir comment les choses vont fonctionner. La gauche, pour la première fois l'année passée, a gagné un vote pour une 13e rente de retraite, donc 13 salaires, la durée de 13 rentes, c'est juste 10 lignes dans la Constitution, même moins. Donc évidemment, il faut une législation d'application, et donc le Parlement et le gouvernement sont en train de travailler là-dessus, avec de gros combats, parce qu'évidemment, tout le monde tire dans des sens différents. Il y aura peut-être un référendum à la fin, c'est-à-dire la loi d'application va être attaquée par référendum, si ce qui a été décidé par le Parlement ne convient pas aux personnes qui avaient fait l'initiative, c'est-à-dire le Parti socialiste pour l'essentiel. Et là, c'est une situation qui est un tout petit peu plus délicate. Mais on va voir, c'est la première fois que ça arrive sérieusement depuis assez longtemps, le fait qu'il faut une législation d'application, donc on le verra. Moi, j'étais assez favorable à ce qu'on change la Constitution et qu'on dise que le référendum est obligatoire à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de récolter des signatures, et que lorsqu'une législation d'application, suite à une victoire dans une initiative populaire, et donc passe au Parlement, eh bien, l'ensemble du corps civique doit se prononcer dessus. Mais les 50 000 signatures seront réunies s'il le faut. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question, mais c'est les deux outils principaux. Et non, j'ajoute aussi quand même une toute dernière chose. En Suisse, compte tenu de la fréquence des référendums et de la légitimité du système de démocratie directe, c'est suicidaire politiquement d'essayer de contourner une décision populaire. Et donc même maintenant, alors que la droite était complètement opposée à cette 13e rente, ils sont un peu embêtés et ils savent bien qu'ils doivent la mettre en place. Donc ce qui s'est passé en 2005 en France est radicalement impossible en Suisse. Une question de monsieur là-bas. Oui, c'est vous. Celui-là. Toutes mes excuses. Oui, ça me fait rebondir sur votre intervention. J'aurais aimé qu'on parle de la pétition sur la loi du plomb, puisqu'on a eu quand même un phénomène assez exceptionnel cet été, avec plus de 2 millions de signatures, et donc une rediscussion de la loi, mais on ne sait absolument pas, surtout dans les circonstances actuelles, à quoi ça peut mener. Et j'ai regardé à l'instant, parce que ça m'a traversé, est-ce que le même type de pétition était en ligne sur la taxe Zuckman, dont on discute beaucoup et dont tout le monde dit que la majorité des Français sont pour. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs pétitions sur la taxe Zuckman qui ont été lancées sur le site de l'Assemblée nationale, donc sans doute une dispersion des votes, et qu'actuellement, les votes sont assez bas. Voilà, donc je voulais peut-être lancer le sujet. Je vous remercie de revenir sur ce moment assez extraordinaire quand même de la loi du plomb, parce que, sauf erreur, hein, le cancer c'est quand même la première cause de mortalité en France. 40 à 60% sont d'origine environnementale. Je viens de Gironde. Voilà, enterrer un enfant de 5 ans parce qu'on habite à Léognan près des vignes, c'est quelque chose qui est inacceptable. Avec des très forts taux de cancer pédiatrique chez nous. Et effectivement, ça a surpris beaucoup d'observateurs et d'observatrices, ce succès-là, et la réaction de certains parlementaires aussi qui ont ricané quand une militante patiente et a protesté du balcon de l'Assemblée. Donc on est dans un moment très particulier, et là encore, ça révèle une crise profonde du fonctionnement des institutions où, normalement, les parlementaires auraient dû se saisir de cela. Normalement, l'exécutif aurait dû se saisir de cette demande. Mais tout comme celui-là même qui avait initié, ou plutôt phagocyté et préfectoralisé les cahiers de doléances qui étaient nés sur les ronds-points pour les généraliser, aurait dû s'en tenir
à les faire analyser par la recherche publique d'abord, comme le préconisait Madame Joanneau, et pas par des cabinets privés, mais surtout traiter les problèmes qui étaient dedans. La loi sur les retraites, elle était déjà dans les cahiers de doléances. Voilà, donc ça révèle à mon avis une très grande méfiance au sommet de l'État sur le bas, sur le peuple, sur aussi et une cécité sur la capacité qu'ont les citoyennes et les citoyens à être force de proposition. Et ça me semble important. Et sur la taxe Zuckman, c'est pareil. Et c'est vrai aussi que ça met le doigt sur la crise de représentation médiatique, ça met le doigt sur le fonctionnement démocratique. Quand on fait discuter dans les médias un économiste et un éditorialiste, pardonnez-moi, mais c'est important que les chercheuses et les chercheurs sortent des labos, ça je suis d'accord, mais le discours d'un scientifique n'a pas le même fondement. C'est comme en médecine, c'est comme au moment du Covid, que le discours d'un éditorialiste, si possible de la presse conservatrice. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le même fondement et pas le même objectif. Est-ce que je peux souligner l'importance de ce qui vient d'être dit? Rappelez-vous, pourquoi la mobilisation sur les retraites a pris un tour aussi net et aussi tranché en faveur de l'opposition réforme? C'est aussi parce que quelques personnes non médiatiques, si je peux dire, il y avait un jeune économiste dont j'ai oublié le nom en particulier, qui avait démontré que ce que disait le gouvernement était faux. Et donc la crise de la représentation, c'est aussi, on n'écoute pas des gens qui... Les économistes ne sont jamais d'accord entre eux, il ne faut pas non plus croire que leur parole est sacrée, mais quand même, on n'écoute pas les gens compétents et le discours est faux et ça contribue à la dégradation de l'image de la représentation politique. Même chose pendant le Covid, il y a quand même eu des moments assez particuliers, je n'ose pas parler du professeur Raoult ici, mais bon, quand même. Mais voilà, et ce que je voudrais dire, c'est que la réponse, qu'est-ce qui se passe quand, au niveau politique, il n'y a pas un traitement satisfaisant des demandes qui viennent de la société? Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir de la démoralisation, il peut y avoir du vote autoritariste, et c'est ce vers quoi je crois notre pays va à grande enjambée. C'est-à-dire que tout ce qui montre à quel point la représentation politique est inopérante aujourd'hui dans notre pays fait le jeu de ceux qui disent vous n'avez pas encore essayé ce qu'on vous propose, et voilà. Et donc je pense qu'on est sur cette trajectoire. Je dis ça pour prolonger ce que vous avez dit. Il faut écouter un peu plus les gens qui ont des compétences. Voilà ce que je Je ne peux pas trop aborder le sujet. On parle de populisme, on parle en Suisse, de gens assez éduqués, en tout cas qui vont exprimer leurs idées, mais on ne parle pas de désinformation. Quel est le rapport entre un rapport, peut-être en Suisse avec des cas de désinformation que vous devez connaître aussi en Suisse comme ailleurs? Comment vous articulez, comment c'est articulé, comment on arrive à un résultat qui serait fiable? Je ne sais pas ce que serait un résultat fiable, mais ce qui est absolument certain, c'est que les référendums, et d'ailleurs n'importe quel type de fonctionnement représentatif aussi, doit s'accompagner d'une presse, de médias divers, si possible de qualité, financés par des sources diverses, avec une importance particulière pour les médias publics, évidemment, puisque sur toute une série de sujets, je pense notamment aux référendums locaux, dans les cantons suisses, vous avez souvent un journal local, donc s'il est contre le référendum ou pour le référendum, ça donne une seule voix. Et souvent, le contre-pouvoir médiatique, c'est la radio ou la télévision publique qui a des bureaux régionaux, comme France 3 en France, et qui peut organiser des débats un petit peu différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument central, qui va pas très bien en Suisse, ça va peut-être moins mal qu'en France et encore, qui va pas du tout bien aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu l'état de la presse américaine, sans parler des radios et des télévisions.
Et donc, ça signifie qu'il faut des législations sur ces questions-là. Alors, financement des médias publics, bien évidemment, financement indirect de la presse. C'est une question qui est en débat actuellement en Suisse, parce qu'évidemment, l'argument immédiat de dire on ne va pas refaire la Pravda me semble être un bon argument. Je suis très favorable à avoir des télés, des radios publiques, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir un journal public, dirigé par l'État. En revanche, on peut avoir des systèmes de financement de plein de manières différentes. La Norvège, par exemple, finance les correspondants à l'étranger, pour ne pas financer directement des gens qui critiqueraient la politique du gouvernement, mais en revanche, elle finance pour les grands journaux norvégiens des correspondants à Paris, à Washington, à Tokyo, je ne sais pas où. Et donc ça, c'est une manière de financer indirectement la presse. En Suisse, c'est plutôt les subventions pour l'envoi postal, même s'il y a de moins en moins de choses qui sont envoyées par la poste, mais il y avait un subventionnement qui est en train de disparaître, et ça, c'est un vrai problème pour le fonctionnement de la démocratie. Ensuite, tout ne se fait pas non plus dans les médias normaux, disons. C'est-à-dire que vous avez les réseaux sociaux qui sont à la fois une source d'information et une source de désinformation, comme la presse d'ailleurs. Donc il faut faire attention quand on discrédite les réseaux sociaux. On a quand même toute une série d'exemples, que ce soit en Égypte, en Tunisie et dans d'autres pays où les réseaux sociaux ont servi de contre-pouvoir contre le gouvernement. Donc c'est aussi le cas parfois, avec des dérapages, bien évidemment, mais c'est aussi le cas. Et puis les campagnes se font aussi dans la rue, dans des conférences, à chaque campagne de vote, de votation, comme on les appelle en Suisse, vous avez des débats publics et les gens peuvent venir s'informer, débattre, etc. Vous avez des gens sur les marchés qui demandent de voter oui ou non. Donc les médias ne sont pas le seul endroit où la campagne se fait, mais c'est un endroit très important et donc il faut bien sûr s'occuper et avoir un certain nombre de politiques publiques pour maintenir des médias pluralistes. Ouais, c'est comme ça que je le dirais. L'idée qu'il y a des médias neutres, ça n'a jamais existé. Mais pluralistes, ça c'est quelque chose d'absolument central. Et évidemment, quand on voit une milliardaire qui rachète toute une série de médias, il y a un problème. Si je peux ajouter quelque chose, alors d'abord, bravo à la RTS, la radio-télévision publique suisse. C'est des médias qui font un travail d'une qualité extraordinaire. Mais c'est vrai. Et d'autre part, eh bien, quand moi je suis allée à la demande de Gilets jaunes en marge de cette assemblée organisée à Sciences Po Bordeaux, donc où je suis et où j'enseigne, c'était une assemblée sur qu'est-ce que les Gilets jaunes peuvent apporter à la démocratie. On était en février 2020, l'amphi était plein de Gilets jaunes, de gens qui sont jamais allés à l'université et qui venaient raconter leur expérience des assemblées générales. C'est pas commun d'aller dans une AG, de partir en covoiturage, d'être confronté à la délibération, avec des méthodes justement assez respectueuses et puis parfois aussi des procédures qu'on trouve dans les AG. Et bref, et donc c'est un gilet jaune qui me sollicite pour aller ouvrir les cahiers. Et malgré, il y a eu la crise du Covid, et puis ensuite on a pu aller aux archives. Les archives, c'est un héritage de la Révolution française. La démocratie, c'est aussi la transparence. Et si vous voulez aller les voir, ces cahiers, ils sont ici, ceux des Bouches-du-Rhône, ils sont accessibles très facilement. Et pour moi, agent du service public de la recherche, c'était important aussi, et on n'était pas encore dans le Covid, de montrer la méthode scientifique et de montrer que des citoyennes et des citoyens ordinaires qui n'ont pas fait d'études, ils sont aussi capables d'aller lire les doléances et qu'ensuite on peut travailler ensemble à définir une méthodologie rigoureuse et à analyser empiriquement les données. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on s'attelle à faire à un échelon beaucoup plus grand. Et pour moi, ça fait partie aussi des outils qu'on peut donner contre la désinformation. Apprendre à sourcer les choses. Quand on est sur les réseaux sociaux, d'où elle vient cette vidéo, de quoi on me parle, quels sont les faits. Et on a vu pendant le Covid le repli en ligne des Gilets jaunes qui se sont plus vus, qui ont plus délibéré, qui ont plus discuté, avec, par le biais des algorithmes, des resserrements sur des bulles. Et on a vu arriver toutes ces informations venant d'Amérique du Nord, passant par le Québec avec des mauvaises traductions en français sur des prismes et des interprétations de la maladie qu'on peut qualifier de complotisme, donc d'une création, d'un artefact, de quelque chose qui est vendu pour nous faire peur, pour nous vendre des choses. Et là, on a vu le mouvement exploser dessus. Exploser vraiment. Donc c'est important, je pense, là encore, de faire ce qu'on fait ce soir,
travailler ensemble et de faire sortir la science des laboratoires. Juste deux points à ajouter là-dessus. Le premier, en plus des archives, c'est le service de statistique nationale. C'est quelque chose d'extrêmement, absolument central dans une démocratie. Et de ce point de vue-là, la France fonctionne beaucoup mieux que la Suisse, parce que l'Office fédéral de la statistique fait vraiment du très mauvais travail. Et l'autre point, peut-être optimiste, c'est que la Suisse a plein de particularités, mais elle est notamment, je crois, le seul pays à avoir voté à 2 reprises sur les législations Covid. Parce que des référendums ont été lancés contre les législations. Les 2 fois, ça a été accepté, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la 2e fois, ça a été accepté plus largement que la première. C'est-à-dire que la politique du gouvernement, en réalité, a posteriori, évidemment, a été validée. Et le gouvernement a dû anticiper cette attaque référendaire. C'est-à-dire, dans les premières semaines, dans les premiers mois, vous savez sans doute que la Suisse était moins fermée que la France, avec quelques dégâts sanitaires, quand même. Notamment dans la 2e vague du Covid, la Suisse était, je crois, la championne d'Europe du nombre de morts, de surmortalité. Mais en sachant très bien qu'il y aurait eu une attaque référendaire et que donc il ne fallait pas mettre de mesures trop sévères. Alors, la situation n'a pas été catastrophique, hein. Ce n'était pas les États républicains américains ou certains pays, je ne sais pas, la Suède dans les premières semaines, mais évidemment que la politique, disons, de mitigation du Covid a été moins sévère en Suisse qu'en France ou en Italie. J'ajoute juste un tout petit mot sur les statistiques, sur les données. Nous vivons dans un monde où l'accès à la connaissance statistique est, dans certains cas, tout à fait facile, et où il y a un refus de la part de la majorité des médias et de la population, surtout de l'opinion, un refus à aller écouter et chercher les statistiques. Je le dis à propos des phénomènes migratoires, ce n'est pas l'objet ce soir, mais en France, dans le discours politique, on vous donne des chiffres totalement faux, sans que jamais personne ne soit capable de dire ça suffit. Or, si vous voulez savoir le nombre de migrants qui rentrent, qui sortent, qui sont-ils, etc., vous allez sur l'INSEE ou sur l'INED et vous trouvez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et donc les chiffres qui circulent sont faux, et ce n'est pas des fake news au sens des gens mentent, c'est une atmosphère générale où on raconte n'importe quoi. Je ne veux pas être trop long là-dessus. On a trop dit le mot pour que je ne fasse pas la publicité de l'après-midi de lundi où effectivement cette question de la désinformation, et je remercie la personne qui l'a mentionné, sera sur la table avec une entrée qui sera celle d'une psychologue, d'un biologiste qui a été aussi un lanceur d'alerte et d'un politiste. Donc on pourra continuer cette réflexion-là. Michel Lorca m'a indiqué sympathiquement qu'il y avait un monsieur au 2e rang qui se fait la 2e question. Merci. D'abord, merci pour le débat. Vraiment, c'était vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est un bon premier débat pour déloger la complexité, parce qu'on a bien vu que le référendum, ça pouvait être bien, moins bien, selon les cas. Vous avez été amené à beaucoup le situer par rapport aux conditions dans lesquelles ça fonctionnait bien, par rapport au système de la démocratie représentative. Avec les Gilets jaunes, on avait peut-être aussi d'autres types de questions. Et moi, je pensais beaucoup aux questions que se pose la philosophie sociale américaine, John Dewey, etc., en disant la démocratie, ça commence dans la famille, c'est la capacité de s'exprimer, de construire son individualité dans les rapports avec d'autres. Est-ce qu'il y a des études ou quelque chose qui montrerait que les formes de le référendum, les délibérations citoyennes, est-ce que ça marche mieux dans des pays ou dans des contextes dans lesquels autre chose, la famille, l'entreprise, donne lieu à des débats démocratiques un peu plus ouverts? Alors ça, c'est une question qui est compliquée. Les États-Unis seraient plutôt une confirmation, puisqu'en effet, il y a une tradition orwellienne qui est assez claire, et le mouvement progressiste du début du XXe siècle a mis en avant un certain nombre de choses, notamment dans l'éducation. L'éducation américaine a été démocratisée bien avant toutes les autres. L'exemple suisse fonctionne un peu moins bien, mais ce que j'indiquerais, c'est que, disons, que les campagnes référendaires sont des moments de discussion. Alors hier, au dîner, on parlait d'une anecdote qui m'est arrivée, c'est que j'étais dans le train, puis des personnes en face de moi étaient en train de voter, puisqu'on vote par correspondance en Suisse, donc on remplit son bulletin de vote pas dans l'isoloir. Et puis je me suis invité dans la conversation. Je leur ai dit, ils hésitaient sur des questions, puis je leur ai dit, on peut peut-être en discuter pendant un petit moment. Mais c'est des discussions qui ont lieu dans les familles, c'est des discussions qui ont lieu à l'école, avec ses collègues, etc. Donc il y a une forme
disons, de débat public qui se met en place au moment d'un référendum. Mais ce que vous avez vu en France en 2005, en 2005 c'est clairement, j'habitais en France à ce moment-là, je me souviens très bien que les discussions fusaient absolument partout. Et donc c'est un très bon outil de démocratisation. Après, je n'ai jamais défendu le fait que le référendum ne peut se mettre en place qu'à la toute fin de la démocratisation la plus aboutie des sociétés, parce que si on défend cette position, il n'y aura jamais de référendum nulle part. Et donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que c'est aussi une cause de démocratisation, et que je ne pense pas du tout que ce soit lié à un génie suisse ou un génie américain ou un génie uruguayen, mais que n'importe quelle société dans le monde peut mettre en place un référendum. Après, j'ai donné quelques conditions. C'est évident que si vous avez un taux d'analphabétisme de 80%, c'est un peu compliqué de mettre en place des référendums, mais on a des exemples quand même. On peut imaginer des systèmes un peu différents. On peut imaginer des systèmes d'oralité, par exemple, pour les votes. On sait aussi, au XIXe siècle, dans certains endroits aux États-Unis, il y avait pas mal d'illettrés et des gens votaient parfois, on touchait le crayon simplement, ou on mettait une croix. Il y avait des modèles pour faire cela. Donc voilà, mais je pense qu'il faut vraiment se sortir de l'idée que c'est lié à un génie culturel, à un génie national particulier. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux dernières questions. Ce qu'on ira conclure. Oui, merci. Alors moi aussi, je fais partie du service public de la recherche. Je vais prendre la question d'où elle vient. Je souscris complètement à tout ce qui a été dit sur l'espèce de coupure de la représentation nationale et du citoyen dans des préoccupations, mais je me dis que, pour rejoindre des choses qui ont été dites, il y a aussi une vraie coupure entre la décision politique et l'état des connaissances. Ce qui nous a amené d'ailleurs à la remise en question de la loi Dupont. Moi, j'appartenais à un organisme de recherche publique. Il y a une direction à l'appui aux politiques publiques qui produit des expertises d'une qualité incroyable sur lesquelles la représentation nationale s'assied absolument régulièrement avec une fréquence incroyable pour produire des lois qui n'ont rien à voir avec l'état de la connaissance. Et il se trouve que j'ai passé un peu de temps au Sénat et j'ai questionné les sénateurs, les présidents de commission là-dessus, notamment sur notre méthodologie d'études d'impact qui était extrêmement aboutie. Alors, quand on sait comment les études d'impact devraient se faire, a priori, donc je leur dis, vous payez des chercheurs, vous consacrez l'argent de l'impôt des concitoyens, vous payez des chercheurs qui produisent des méthodologies, est-ce que ça vous intéresserait pas que vous mettre à disposition pour notamment vos études d'impact? Une fois, deux fois, trois fois, je sentais bien qu'il y avait un enthousiasme délirant, donc j'ai fini par pousser un peu plus fort, et ce qu'on m'a répondu, c'est que d'une certaine manière, c'était une démarche un peu artistique, la politique. Et si on était trop contraint par les évidences scientifiques, ça devenait très ennuyeux. Du coup, je me dis que le référendum ne serait un bon outil qu'à condition, et vous parliez de campagne, que les campagnes référendaires soient vraiment le moment de remise à disposition des citoyens de l'état des connaissances. Parce que c'est ça qui pêche aussi. Aujourd'hui, on a de la décision politique qui n'est pas fondée raisonnablement sur l'état des connaissances mises à disposition, et qu'il faut peut-être à la fois redonner la voix aux citoyens, mais aussi la connaissance, parce qu'à ce moment-là, on fait quand même les deux en un, on se rapproche peut-être d'un processus un peu plus satisfaisant. Si je peux intervenir, je souscris absolument à ce que vous dites, et en fait, ce qui peut être une des explications à ce qui s'est passé sur la loi Dupont et la pétition, c'est que nos collègues, des scientifiques, sont sortis de leur réserve habituelle et ont commencé à prendre la parole dans le débat public. Et mon expérience, moi, de parent d'élèves, où on avait mis à l'agenda au moment de la loi Egalim les contaminations des aliments dans la restauration scolaire par les emballages en plastique, et on a réussi à faire voter l'amendement quand même. Les médecins étaient à l'époque extrêmement pusillanimes. C'est Anna Soto, une immunologiste de Tufts University à Boston, qui est venue nous en renfort avec nous. Et ça a été un moment, pour moi, de réenchantement du politique, parce que des parlementaires, France Insoumise et République En Marche, ont réussi à construire un débat au sein de l'Assemblée sur ce sujet-là. Ça a été une longue bataille. On a eu des bâtons dans les roues de certains députés, dont je vais taire le nom, qui étaient affligeants du point de vue de la manipulation et des mensonges, mais c'est passé. Et là, je pense que ces prises de parole, elles ont un effet, elles produisent quelque chose. A contrario,
Et d'ailleurs, 2019, élections européennes, marche climat, gilets jaunes, on parle d'écologie, on parle de justice dans la transition. Les écologistes font un bon score. 2024, sécurité, guerre, immigration, sécurité, guerre, immigration. On sortait des gilets jaunes, on sortait du Covid. On avait plein de questions à mettre sur... on avait vécu des incendies tragiques en Gironde. Et on a voilà, un score des extrêmes droites. Pourquoi ? Parce qu'on n'a parlé que de leur sujet. Donc les citoyens ordinaires ne sont pas allés voter. Et forcément, ça a produit un effet. Et puis, quelques mois plus tard, dissolution, on reparle démocratie, on reparle... Et c'est le NFP qui arrive en tête. Donc il y a un effet, effectivement, dans le débat public. Oui, en écoutant parler de ces questions, la Martinique, c'est le glyphosate, c'est ça ? Chlordécone. C'est terrifiant. Le traitement politique de ce dossier est tout simplement terrifiant. Alors c'est loin, quoi. Donc, et donc je pense vraiment que ce problème de la crise de la représentation politique, c'est aussi une crise de nos élites, c'est aussi, enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose de très très préoccupant. Et juste je termine à propos de la démocratie, comme le côté John Dewey, le côté culturel aussi. Je me souviens qu'au moment du référendum sur la Constitution européenne, ma fille qui avait 15 ou 16 ans, qui s'intéressait jusque-là pas du tout à la politique, avec ses amis d'école, etc., avec ses parents aussi, voulait parler, lisait, s'informait. Et donc je pense que la bonne demande de référendum, si je peux dire, le bon référendum, c'est quand justement il s'inscrit dans une dynamique où l'éducation est en cours, où la famille, l'école, où plein de choses sont en jeu, et que la catastrophe, c'est quand ça se passe autrement. Et il faudrait vraiment regarder à nouveau ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit. Ça, je pense, c'est vraiment un cas d'école sur comment peut être dévoyée une formule comme celle-là. Et il nous reste 3 minutes pour la dernière question du dernier rang, puisqu'elle a été envisagée. Je suis suisse et j'aimerais juste un résultat du référendum en Suisse, parce qu'on en a beaucoup fait l'éloge, mais juste pour ajouter quelques petites nuances. Moi, j'ai l'impression quand même qu'en Suisse, on constate que c'est très rare que des avancées sociales aboutissent vraiment par cette voie-là, et aussi que le taux d'abstention est quand même très très élevé. Donc, dans cette idée des gilets jaunes qui voulaient que le peuple retrouve la parole, j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est plutôt les classes âgées, conservatrices qui s'expriment majoritairement, et puis que les voix plus jeunes et plus progressistes, elles ont de la peine à réussir. Donc, là, on est par rapport à ça. Alors, merci de le dire. Alors, c'est toujours la même chose quand je parle du référendum en Suisse. Je suis critique quand j'en parle à l'extérieur. Je suis un petit peu moins parce qu'il faut déjà avancer contre toute une série de préjugés anti-référendaires. Sur les 2 points, alors sur les votes progressistes et conservateurs, donc le tableau est un peu plus nuancé parce que les dégradations du service public, par exemple en Suisse, ont été combattues par référendum avec succès à plusieurs reprises. Je vous rappelle le vote de 2002 contre la libéralisation du marché de l'électricité, la gauche avait gagné. C'était une immense victoire et la Suisse est le seul pays européen à ne pas avoir libéralisé son marché de l'électricité. Même chose sur les retraites, où il y a eu des refus répétés quand même de dégradation. Et puis l'autre grand exemple, c'est l'écologie, où depuis les années 70 en tout cas, on a toute une série d'exemples assez intéressants de votes plus écologistes de la population suisse que du Parlement. L'interdiction des OGM, le moratoire nucléaire, les transversales alpines, c'est-à-dire le transfert de la route au rail du fret, des transports de marchandises, plus toute une série de décisions. Je parlais des éoliennes tout à l'heure. Donc voilà, le tableau est un tout petit peu plus nuancé, même si c'est bien que le dimanche de votation soit toujours un peu douloureux en Suisse. On gagne assez rarement quand on est à gauche, mais il y a quand même un certain nombre de votes là-dessus. Et sur la participation, alors là, c'est une question qui est plus compliquée. Les collègues de l'Université de Genève avaient fait une analyse qui est difficile à faire, mais pour compter le nombre de personnes qui votent au moins une fois durant une législature, donc, durant 4 ans, et ils arrivaient à un taux entre 80 et 90%. Donc c'est un taux très élevé de participation, alors pas à tous les votes, mais au moins un vote. Ce qui signifie que le taux de participation est très variable en Suisse. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier vote sur les retraites, où le taux de participation a atteint presque 60%, si je me rappelle bien. Par contre, vous avez des taux tout à coup qui descendent à 30%, mais ça fait quelques années que c'est plus arrivé. Et ce qui est important, c'est que
les gens qui sont intéressés par le vote vont se déplacer le jour du vote, un vote par correspondance, et que ça dépend très sérieusement de l'intensité de la campagne et donc du caractère serré ou non du vote. Ce qui est en fait, les gens se déplacent quand c'est vraiment important de se déplacer. Si le vote est serré, c'est-à-dire si sa voix a plus d'importance, d'une certaine manière, là aussi, c'est un fonctionnement qui n'est pas trop catastrophique. Et puis, le dernier argument, c'est que si les gens s'inquiètent vraiment du taux de participation, on a le canton de Chafouz, qui est un vote obligatoire, qui est toujours 20 points au-delà de la participation de tous les autres cantons. C'est 5 francs d'amende, 5 ou 6 francs d'amende par date ratée, donc c'est pas gigantesque, ça donne une incitation à aller voter. Et vous pouvez très bien voter blanc. Enfin, vous pouvez dire, moi ça ne m'intéresse pas du tout, je mets un bulletin blanc dans l'urne, mais je renvoie mon enveloppe. Et le taux de vote blanc n'est pas très élevé à Chafouz. Donc il y a une solution qui existe. Ouais, je pense qu'on a réussi peut-être l'exercice de faire l'éloge de la complexité, de passer par une question qui peut parfois susciter des simplismes, qui suscite des problèmes comme le populisme, et puis finalement qui montre que le travail reste à faire, qu'il faut vivre à l'intérieur de cette situation et trouver des solutions. Je remercie mes 3 intervenants.